Dans la vidéo précédente, on a pu voir le fonctionnement du menu collab, les différents liens et les différentes choses qui sont possibles de faire. On a vu comment gérer un historique, comment voir l'historique, comment revenir à une version antérieure d'un collab au cas où il y a un problème. On a vu comment modifier les thèmes, comment télécharger des fichiers, comment sauvegarder un notebook sur Collab. On a vu beaucoup d'autres choses par rapport au menu. Dans cette vidéo, on va pas encore continuer à parler de menu, mais on va passer à un autre élément du Collab qui est intéressant de savoir ou de connaître, c'est la partie utilisateur. La partie utilisateur est probablement moins utilisée que le menu. Il y a quand même beaucoup moins de choses sur la partie utilisateur, mais il n'empêche que les liens de la partie utilisateur sont très pratiques, notamment le bouton partager qui permet de collaborer avec d'autres personnes aussi simplement qu'avec les autres services de Google comme Google Sheets, Google Docs, Google Slides, etc. Donc, on va aller sur le navigateur et on va voir à quoi correspond chaque bouton. Donc le bouton commentaire nous permet d'ajouter un commentaire sur le collab d'une manière générale. Donc là, on va déposer un commentaire Hello World. Hello World. Hop, et on va poster le commentaire. Donc là, on voit qu'à ce niveau de la session, on a un commentaire de quelqu'un qui nous dit Hello World. Ça peut être intéressant au cas où on a une erreur et on veut dire à quelqu'un, ou quelqu'un a une erreur sur son collab et on veut le prévenir qu'il y a quelque chose à changer. Donc on peut lui mettre un commentaire sur un bout de code ou une partie d'une section ou une partie texte. Ça peut être une faute d'orthographe ou autre qui arrive dans le texte et on précise à la personne que c'est pas de cette manière-là qu'il faut l'écrire, mais plutôt d'une autre manière. Voilà. Voilà pour le commentaire. Pour la partie partagée, comme pour Google Sheet, Google Doc et les services Google, on peut faire pas mal de choses. On peut inviter une personne par email, notamment hop, je veux m'inviter par email. Je peux très bien mettre d'autres personnes si j'ai les emails au préalable, même si je ne les ai pas, je peux partager de cette manière-là. Je peux leur mettre une note. Le petit signe ici, c'est pour les droits. Est-ce que la personne a le droit de modifier mon collab? On n'a pas toujours envie de laisser les droits de modification. Donc on peut très bien dire à la personne, j'ai pas envie que tu aies tous les droits, mais tu peux faire des commentaires pour m'aider à résoudre les problèmes derrière, s'il y a des fautes. Ou je te laisse simplement la possibilité de lire le document, le collab, mais pas plus. Hop, donc là par exemple, je vais donner à Mickaël le droit de faire des commentaires. J'envoie. Mickaël va recevoir une notification lui expliquant qu'il peut voir ma collab, qu'il a le droit de laisser des commentaires, mais par contre, qu'il ne peut pas modifier le collab. Hop, donc d'un partagé, on voit maintenant qu'il est partagé avec Mickaël Bonjour, qu'il est partagé avec moi, même, mais sur un autre compte. On peut aussi s'amuser
comme pour Google Sheet, à partager un lien. Partager un lien qui reprend un peu les mêmes droits. Commentaires possibles, modifications désactivées. On peut en avoir plus. On peut programmer les droits pour tout le monde. Disposant d'un lien, personne spécifique, activé public, etc., etc. Annuler. Si on fait avancer, on peut voir plus d'informations. On peut voir qui a accès au collab, toutes les personnes, tous les emails. On peut empêcher les personnes d'accéder au lecteur et télécharger, d'imprimer, copier l'élément. Donc là, pour mes cours, c'est pas mal parce que ça évite de me faire copier-coller les collabs ou les documents que je peux partager. Hop, donc là il y a le lien de partage. Et là on peut modifier les droits si on a fait une erreur. Voilà. Donc on retourne à la présentation. Voilà, là je vous explique un peu ce que je viens de vous dire. Hop. Donc maintenant la partie modification. La partie modification, on l'a un peu vu sur le tutoriel numéro 3, je crois, où je vous expliquais comment exécuter du code sur les cellules. Donc là, la partie modification, elle est toute simple. On peut ajouter du code, on peut ajouter du texte, on peut voir si on est connecté ou pas. Hop. Et on peut faire aussi une chose qui est super intéressante, c'est de se connecter, non pas sur le serveur cloud de Google, mais se connecter à un environnement local. Donc l'environnement local, c'est quoi? L'environnement local, c'est permettre à l'utilisateur de Colab de travailler sur son ordinateur à partir de son navigateur. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir installer par exemple Jupyter Notebook au travers de la suite d'Anaconda, un utilisateur peut très bien utiliser de la même manière Colab. Et en utilisant Colab, il peut modifier ses fichiers sur son ordinateur, faire un script qui va automatiser certaines tâches à partir de son ordinateur, son disque dur d'ordinateur, et non pas du disque dur qu'il y a sur le cloud de Drive. Un point non négligeable, hyper intéressant à ce niveau-là, c'est que Colab, à chaque fois qu'on exécute quelque chose sur le cloud, va effacer à la fin de la session ce que l'on a fait. En gros, ça veut dire que, par exemple, si je génère des PDF sur le disque dur de Colab, à la fin de la session, je n'aurai plus mes PDF. Voilà une bonne raison d'avoir ou d'aller se connecter en local avec son notebook. Comme ça, on peut générer ses propres PDF et les avoir sur dans un fichier sur son bureau ou à n'importe quel endroit que l'on veut.